Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Lancement des inscriptions pour le jeu questionnaire l'Electromobility Quiz. La reconduction du programme Recharge Plus de Propulsion Québec aura lieu. Développement de batterie à l'état solide, c'est lent, mais ça promet. Le GV90 de Genesis sera le plus intéressant SUV de la marque à ce jour. Tata Motors vise un réseau de recharge XXL. La popularité des vélos à assistance électrique ne cesse de croître. Flo tient bon malgré la tumulte aux États-Unis. Et dans la chronique Supercharge, Laurent Gigon nous pose la question philosophique: doit-on boycotter Tesla? De l'autre côté de l'Atlantique, on retrouve enfin notre ami Laurent Gigon. Et en grande entrevue, on s'entretient avec un propriétaire du pick-up électrique, le Silverado EV. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 192 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau 2 semaines. Merci et bienvenue à nos nouveaux auditeurs. On en a de plus en plus d'émission en émission. Le nombre de téléchargements est en constante augmentation, donc bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs également. La semaine dernière, on a eu un hors-série qui a traité de l'impact de l'implication politique d'Elon Musk là, sur l'entreprise, mais également sur la vision qu'on a de Tesla, sur les propriétaires, sur le club Tesla. Donc, une superbe entrevue avec Stéphane Pascalon, qui est président du club Tesla Québec. Je vous invite à écouter ça. Je vous rappelle, pour écouter nos hors-séries, il faut s'abonner. Abonnement.silenceonroule.com, c'est gratuit, tout est là. Ne manquez surtout pas ça. On a lancé une grande nouvelle dans les derniers jours, dernières semaines, le lancement d'une initiative qui s'appelle l'Electromobility Quiz. C'est un nom un peu spécial, l'Electromobility Quiz. En fait, ce que c'est, on va enregistrer des émissions qui vont être sous le thème d'un trivia, donc d'un quiz, comme on voit un peu de type génie en herbe. On voit un peu ça des fois dans les pubs. Là, il y a un thème qui est donné, puis il y a des questions posées sur ce thème-là toute la soirée. Les gens doivent répondre, et puis il y a des points pour les bonnes questions, etc. Nous, on va organiser donc un trivia, là, un quiz en lien avec l'électromobilité, donc juste des questions qui touchent l'environnement, l'écosystème des voitures électriques. Donc, on cherche des participants. Toutes les informations sur ce quiz-là se trouvent au quiz.silenceonroule.com, quiz.silenceonroule.com. Vous allez tout trouver l'info là, mais en gros, vous vous inscrivez si vous voulez participer. Évidemment, ça ne coûte rien participer. Puis mieux que ça, il y aura très fort probablement des prix de présence qui vont être donnés là, ou de participation pour les gagnants. Là, c'est à voir, mais on est en train de regarder avec nos commanditaires. Ça risque d'être très intéressant. Donc, on ne cherche pas nécessairement des encyclopédies sur deux pattes. On cherche des gens qui s'intéressent, qui connaissent un peu de choses sur les voitures électriques et qui ont le goût de participer avec nous. Donc, je vous invite fortement. Vous allez au quiz.silenceonroule.com et vous nous donnez votre nom, votre adresse courriel. On va entrer en contact avec vous. Ces quiz-là vont être enregistrés. Ils vont faire l'objet là, d'épisodes de Silence on roule par la suite. Donc, évidemment, en participant, là, vous acceptez par le fait même là, de participer à Silence on roule. Aujourd'hui, une super émission, plein de trucs intéressants. On a une chronique de l'autre côté de l'Atlantique avec Cédric Ingrand. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles, comment ça se passe en Europe. Ça bouge beaucoup là-bas comme ici. Donc, on va en apprendre un peu plus. On a une chronique Supercharge avec Laurent Gigon, chronique technologique. Ça va être très intéressant. Et en grande entrevue, aujourd'hui, on parle avec un propriétaire de Silverado EV, donc beau gros pick-up électrique, donc quelqu'un qui l'utilise, là, vous allez voir, dans un contexte assez particulier de travail. Alors, on va voir là, ce qu'il pense de son Silverado électrique, une bête de travail 100% électrique. Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule?
Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Propulsion Québec annonce la reconduction du programme Recharge Plus grâce au soutien renouvelé de Ressources naturelles Canada, le tout visant à accélérer l'électrification des transports au Québec. Lancé en 2022, le programme Recharge Plus facilite l'installation de bornes de recharge de niveau 2 et de bornes rapides. Ces installations stratégiques visent à surmonter les obstacles liés au coût, à la disponibilité et à l'accessibilité des infrastructures, favorisant ainsi la transition électrique au Québec de manière ciblée. À ce jour, le programme a permis l'installation de plus de 760 bornes de recharge à travers le Québec, réparties sur 83 projets, 35 publics et 48 privés. Des organisations telles que la CEPAC, GLS, Nationex, Globocam, ainsi que plusieurs municipalités en ont bénéficié. Le développement des batteries à l'état solide dans l'industrie automobile prend plus de temps que prévu, mais plusieurs constructeurs, dont le fabricant chinois BYD, intensifient leurs recherches. L'entreprise prévoit un lancement initial en 2027, suivi d'une adoption plus massive en 2030. Pour les véhicules haut de gamme, lors du sommet sur l'innovation et le développement des batteries à l'état solide, le China All-State Battery Innovation and Development Summit, Sung Hanjun, directeur technique de la division des batteries au lithium de BYD, a révélé que les batteries utilisées seront des batteries aux électrodes de sulfure. Cependant, BYD n'a pas encore précisé l'autonomie potentielle de ces nouvelles batteries. La production pilote des batteries à l'état solide de 20 ampères et 60 ampères a débuté déjà en 2023. Genesis s'apprête à lancer son SUV électrique phare, le GV90. Ça sera le plus grand et le plus luxueux jamais conçu par Genesis. Il sera équipé des technologies les plus avancées et des fonctionnalités, dis-je, haut de gamme et abordera le design emblématique de la marque. Une des caractéristiques les plus importantes du GV90 sera ses portes arrière à ouverture antagoniste de type coach. Le design et le concept reposent sur l'esthétique minimaliste coréen, offrant une vision ultra luxueuse du SUV. Sa silhouette est épurée et inspirée des modèles de porcelaine phares japonais et coréens. On retrouve les éléments de design caractéristiques de Genesis, notamment la double ligne de LED qui s'étendent sur toute la surface avant, formant la calandre, et le Crest. C'est l'un des plus luxueux véhicules jamais faits par la marque. En plus de l'élégance, le SUV électrique aura évidemment une technologie haut de gamme, ainsi que l'intérieur qui sera équipé d'un immense écran d'infodivertissement de 24,6 pouces. La compagnie indienne Tata Motors vise sur un réseau de recharge XXL pour accélérer l'électrification en Inde. Tesla Motors, via sa filiale Tata Passenger Electric Mobility, ambitionne de transformer le paysage de la mobilité électrique. L'entreprise prévoit doubler le nombre de bornes de recharge pour atteindre 400 000 points d'ici 2024. J'ai bien dit 400 000. Un objectif stratégique visant à favoriser l'adoption des véhicules électriques dans le pays en question. Acteur du marché automobile indien, Tata Motors ne se contente pas de produire des véhicules électriques. Elle investit activement et très goulûment dans le développement des infrastructures essentielles à son essor. Pour soutenir cette transition, TPEM mise sur le déploiement de bornes de recharge appelées Tata EV Mega Chargers. Ce sont des chargeurs qui permettent de charger jusqu'à 4 véhicules avec une puissance de 120 kW et en complément, des bornes de 60 kW seront installées dans les zones où la capacité électrique est plus limitée.
L'essor du vélo à assistance électrique ne cesse d'impressionner, à l'image de son influence croissante dans l'univers de la mobilité, au même titre que l'automobile. Grâce aux avancées technologiques, les modèles à assistance électrique gagnent en performance et en légèreté, s'adaptant ainsi à toutes les catégories. Vélo de promenade, vélo pliant, de route, de course, fat bike, cyclocross ou gravel bikes, sans oublier évidemment les vélos cargo, véritables utilitaires sur 2 roues. Cette évolution est mise en lumière lors du Salon du vélo de Montréal, qui a ouvert ses portes il y a de cela plus d'une semaine au Palais des Congrès et qui se poursuivra maintenant dans d'autres villes du Québec, soit essentiellement Gatineau et Québec. Les entreprises québécoises se distinguent avec des marques comme DaVinci, Opus, Calico, Argon 18, ces acteurs incontournables du secteur ont su conjuguer conception locale et production en Asie, notamment à Taïwan et en Chine. C'est le cas de Velec, dont le siège social est situé à Saint-Bruno-de-Montarville. Le design et l'innovation sont au cœur de leur processus, tandis que l'assemblage s'effectue au Vietnam. Malgré le retrait de bornes de recharge pour véhicules électriques dans certains bâtiments gouvernementaux américains, le fabricant québécois Flo reste déterminé. Récemment, l'administration Trump a ordonné la désactivation et le retrait de 8000 bornes de recharge de ces installations, ainsi que l'arrêt de l'utilisation de véhicules électriques. Par l'intermédiaire de sa porte-parole, l'entreprise a affirmé qu'elle ne prenait pas cette situation à la légère. Nous suivons de près ce genre de décision et les menaces sur les tarifs demeurent présents. Cependant, notre engagement demeure inchangé, offrir aux électromobilistes un réseau de recharge fiable et accessible, a déclaré Maude Blouin, directrice des communications chez Flo. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Supercharge est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre véhicule électrique à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon. Laurent Gigon, en studio. Bonjour. Bonjour Martin, comment ça va? Ça va très bien. Puis en plus, on a un visiteur. Sébastien Côté. Salut Sébastien. Salut. Laurent, pour ta chronique aujourd'hui, on revient sur un thème qui a été traité lors du hors-série de la semaine dernière, la hors-série 68, qui fait appel un peu à la relation ou l'impact que Elon Musk peut avoir sur la marque Tesla elle-même. Et tu nous arrives avec une question philosophique aujourd'hui. Ben oui, ma question, c'est très simple, c'est faut-il boycotter Tesla? Et ça, c'est une question qui est polarisante chez les propriétaires de Tesla, particulièrement, même chez les non-propriétaires, parce que au fil du temps, Elon Musk a pris de plus en plus de place dans l'espace public, au point où aujourd'hui, il est, on peut le dire, omniprésent dans la sphère politique, sociale, économique, etc. Et je t'arrête tout de suite. Ce qui est important de camper, je pense, c'est que, et souvent on nous dit, ouais, mais on fait appel à certaines positions que pourraient avoir également d'autres CEO d'entreprises. Juste rappeler qu'on ne voit jamais le CEO de Ford, de GM, de Hyundai dans la sphère politique, ce qui est très différent dans le cas d'Elon Musk. C'est d'autant différent qu'en plus, la plupart des gens qui roulent en GM ou en Ford ou en Hyundai ne connaissent même pas le nom du CEO de cette entreprise-là. Et même s'ils le connaissent, il y a de fortes chances qu'il ait pris à peu près aucune position publique au niveau politique. Donc, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Elon Musk, parce que souvent, dans les débats sur, justement, qu'il y a actuellement sur le principe de vouloir boycotter Tesla ou pas,
on amène ça dans la balance en disant oui, mais bon, on ne sait pas ce que pense le patron de Volkswagen, etc. Donc, il faut quand même le rappeler, ces gens-là ne sont pas présents dans la sphère publique, ce qui change un petit peu la dynamique des choses. Et justement, pour faire référence à une émission hors-série, la hors-série 68 avec Stéphane Pascalon, qui est président du Club Tesla Québec. Club Tesla Québec, cette association a fait un sondage au sein de ses membres pour savoir comment, justement, ces membres se sentent par rapport à ça. Et tous les membres du Club Tesla Québec sont propriétaires d'une Tesla, au moins. Et il s'avère que plus de 80% des propriétaires souhaitent se dissocier des agissements de Musk. En fait, ils souhaitent, si je comprends bien, plutôt ils aimeraient dissocier la marque en fait d'Elon Musk, parce qu'ils ne sont pas nécessairement à l'aise avec les idées d'Elon Musk. Et puis, un deuxième point, et ça je pense qu'est encore plus important, 50% de ces membres-là ne sont plus à l'aise à participer publiquement à des événements pour promouvoir Tesla. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable, d'autant que, on l'a vu par le passé, Tesla était l'entreprise qui générait le plus en fait, d'enthousiasme chez ses propriétaires. Et moi, y compris, c'était quelque chose, une marque emblématique avec une mission, ce qui n'existait pas à peu près. Je ne pense pas que GM avait une mission particulière ou Ford avait une mission particulière, à moins qu'on nous l'ait caché. Mais Tesla avait quand même cette mission. Peut-être qu'elle l'a encore, cette mission de vouloir faire une transition énergétique vers les énergies renouvelables. Donc se débarrasser en gros des énergies fossiles pour la simple et bonne raison que c'est de la responsabilité. En fait, c'est la cause une des causes des changements climatiques. Aujourd'hui, il y a eu un changement complet au niveau de la tête de Tesla et donc d'Elon Musk, où le message qui est envoyé par Elon Musk aujourd'hui n'est plus du tout le même. Il n'est plus le message, c'est plus le Elon Musk de 2008-2012 qui disait voter pour Barack Obama, qui était extrêmement progressiste, qui est même en 2016 a voté pour Hillary Clinton. Il commençait toujours ses conférences avec les chiffres du CO2 dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, le Elon Musk d'aujourd'hui, il va tweeter sur sa plateforme X que finalement, le changement climatique, c'est pas si grave que ça, que c'est pas si urgent que ça. Il va appuyer des politiques de Trump qui visent à simplement couper les incitatifs pour les voitures électriques ou simplement supprimer les bornes de recharge dans les édifices fédéraux. Donc, ça amène cette question, faut-il donc boycotter Tesla? Puis, je ne sais pas si on a une réponse à apporter, Marcel. Écoute, en fait, moi, ce que je répondrais, je ne me prononcerai pas à savoir s'il faut boycotter ou non. Je pense que l'on doit minimalement prendre le temps de s'auto-interroger sur la question et de se poser la question à soi-même. Est-ce que je devrais continuer de promouvoir ou de tout ça, cette marque-là, compte tenu de cette implication politique-là? Puis je rappelle qu'il est fort possible que plein d'autres présidents d'entreprises ou de personnes haut placées de grandes entreprises que nous encourageons ont des prises de position peut-être tout aussi drastiques. Le fait est qu'on ne le sait pas et qu'ils ne le communiquent pas publiquement. Et surtout, qui ne sont pas en mode... Moi, c'est le mode vire-capot, je te dirais, la limite qui me fatigue, parce qu'il y a une nuance entre l'économie va mal, on doit couper dans certains programmes pour redresser l'économie. Ça, c'est une position. Mais de dire, c'est plus important que ça, les changements climatiques, c'est pas urgent. Là, il y a une marge. Là. Je pense que l'ensemble de la communauté scientifique internationale s'entend pour dire que c'est non seulement urgent, c'est très, très urgent. Effectivement, et c'était, je dirais, la première clientèle de Tesla, c'était des gens comme moi qui avaient des idées progressistes et qui voulaient faire quelque chose pour la planète à leur niveau. Et quand on parle de boycott, comme on parle de boycott aujourd'hui, la question qu'on se pose, un boycott, c'est un petit peu comme un geste qu'on veut faire, et c'est un geste collectif, en fait, quand on parle de boycotter. Et à l'époque, acheter une Tesla, c'était un geste qui était l'inverse d'un boycott, c'était encourager, en fait, une entreprise automobile à faire autre chose que ce que toutes les autres entreprises automobiles faisaient auparavant. Aujourd'hui, on se trouve dans la position inverse où on se dit, j'ai ma Tesla, qu'est-ce que je fais avec? Je ne te poserai pas la question. Je dois dire que toutes les Tesla,
pour moi, je considère que les voitures en tant que telles, Tesla, sont d'excellentes voitures. Elles sont encore meilleures qu'avant. Elles ne sont pas moins bonnes qu'avant. Maintenant, je pense que, sans parler de boycott, c'est une question de santé mentale pour chacun. Certains d'entre vous ne voient aucun problème à rouler en Tesla, même si vous êtes en partie ou pas d'accord avec ce que dit Elon Musk, puisque vous faites une dissociation entre les deux, donc c'est correct, vous pouvez dissocier Elon Musk de Tesla, même si c'est difficile aujourd'hui dans la sphère publique de l'isoler, mais vous pouvez le faire. À ce moment-là, il n'y a pas de problème avec ça. Et vous pouvez, pour votre santé mentale, dire moi, je ne veux plus rouler en Tesla ou je ne désire pas acquérir de Tesla pour ces raisons-là, ce qui est tout aussi valable à mon avis. Donc, c'est très difficile. Maintenant, si vous optez pour le fait de boycotter Tesla, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une Tesla, vous la vendez, elle ne disparaîtra pas dans la nature, elle va appartenir à quelqu'un d'autre, donc ça ne changera rien. À ne pas acheter une Tesla et acheter un autre véhicule, oui, c'est une option possible également. Maintenant, sachez que si vous achetez un autre véhicule à un autre fabricant, cet autre fabricant vend 98% de véhicules à essence et donc fait son argent avec les véhicules à essence. Donc vous voyez, on est pris un petit peu dans une situation inextricable où il faut qu'on pense surtout à soi et à sa propre santé mentale, à se dire moi, qu'est-ce qui me rend le plus à l'aise? Personnellement, quand j'ai acheté une Tesla, c'était pour mon but, c'est pour ma santé mentale. Je me disais, je ne peux plus continuer à brûler de l'essence pour me déplacer alors qu'une autre solution existe. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Tesla qui permet de faire ça. Il y a plein d'autres types d'autres types de véhicules qui le font. Donc, c'est vraiment un choix personnel, à mon avis, plus qu'un choix global. D'autant plus que si même au Québec, on décidait tous de ne plus acheter de Tesla, ça changerait à peu près rien sur le titre Tesla. Ça n'aura aucune influence particulière, ni en hausse ni en baisse sur le titre Tesla. Et vous savez que c'est la valeur du titre Tesla qui va probablement diriger à court terme les décisions. Moi, Laurent, ce sur quoi j'aimerais conclure, c'est que je pense que tu as raison. C'est une décision qui est très personnelle. Et j'espère que chacun prendra la décision qui lui sied le mieux en fonction de ses convictions personnelles, qu'il vivra bien avec, mais surtout que nous n'entrerons pas dans la spirale d'agressivité Absolument. et de bullying qu'on vit actuellement au niveau politique américain et que nous serons capables de se parler et de se tolérer. C'est-à-dire que moi, je respecte la personne qui a une Tesla qui décide de la vendre parce qu'il n'est pas à l'aise. Je respecte son choix, tout comme je respecte le choix de celui qui décide de la garder. C'est des choix personnels et qui sont tout à fait discutables, explicables, compréhensibles et sur lesquels je ne veux pas porter de jugement sur les personnes. Il y a une chose que je veux dire aussi, on constate particulièrement, je le vois en France, des actes de vandalisme sur des Tesla et c'est pareil, quand on parle d'intimidation, d'agressivité, eh bien, elle est des deux bords. Il y a effectivement toujours des gens qui sont extrémistes et qui vont profiter de la situation ou, je ne sais pas, voir des choses que nous, on ne voit pas. Et donc, aller vandaliser une voiture, c'est un acte criminel, ça n'a aucun bon sens. Quelqu'un qui roule en Tesla, qui a choisi de rouler en Tesla, c'est son choix, il est libre. Donc, c'est la même chose, comme tu dis, pour quelqu'un qui décide de s'en départir ou de ne plus en acheter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, car nous sommes en démocratie. Tout à fait. Et ne l'oublions pas, même si on tente beaucoup de nous montrer que c'est possible de perdre cette démocratie-là. Travaillons fort pour la garder, en commençant par se respecter mutuellement. Je tiens à dire, Sébastien, que ton propos a tout à fait enrichi la discussion. T'écoutais, là, j'avais l'impression, écoute, j'ai enseigné pendant de nombreuses années, j'aurais aimé que mes étudiants écoutent de la façon dont t'écoutais. T'avais de l'air intéressé. Vous êtes très passionnants, les gars. Non, merci Sébastien. En fait, t'étais là juste pour nous recadrer, donc c'est bien. Ça veut dire on ne s'est pas trop égaré. Non, c'est ça. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, on a déjà hâte à ta prochaine chronique. Merci, Martin. À très bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty,
Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Une classe de véhicules électriques qui a été longtemps très attendue de la part des amateurs ou des gens qui travaillent et qui ont besoin de ce genre de véhicules-là, c'est les camions, donc les fameux pick-up. Et puis, il y a quelques années, on a entendu parler du Ford Lightning. Il est sorti sur le marché. C'est quand même un assez bon succès. Ça en est vendu pas mal, mais plusieurs attendaient la sortie d'autres modèles, dont le sujet de notre discussion aujourd'hui, qui est le Silverado EV de GM. Et pour en parler, j'ai avec moi un propriétaire du Silverado, M. Patrick Durocher. Bonjour, Patrick. Bonjour, Martin. Écoute, on ne se connaît pas, donc je vais te demander, donc Patrick Durocher, c'est ton nom, mais dis-nous donc un peu, premièrement, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir besoin de ce véhicule-là? Puis est-ce que c'est ton premier véhicule électrique ou tu en as eu un autre avant? Pour répondre à ta question, si j'ai déjà eu d'autres véhicules électriques, non. Je n'étais pas vraiment vendu à avoir un camion électrique parce que j'avais beaucoup de routes à faire. J'attendais par contre après le Silverado électrique parce que j'avais entendu parler de son autonomie qui me rejoignait un peu plus. Moi, dans la vie, je suis spécialiste en capture d'animaux sauvages, donc j'ai une entreprise de capture d'animaux sauvages, puis j'ai à me déplacer souvent. Puis je reste à l'extérieur de la ville de Montréal, puis ça peut paraître bizarre, mais c'est dans la ville de Montréal qu'il y a le plus de problèmes avec des animaux sauvages. Donc, les animaux à quatre pattes, on parle de quatre pattes, là, hein? On parle vraiment de bébites à quatre pattes. Oui, des bébites à quatre pattes. Ben, ça dépend, il y a des oiseaux aussi qui en ont juste deux. Hey, écoute, tu me dis ça, puis je me dis, on devrait faire une entrevue juste là-dessus. Ça m'apparaît fascinant comme ça. Fait que là, finalement, toi, quand tu les captures, tu les ramènes, donc tu dois les mettre dans la boîte du pick-up, quoi? Oui, mais généralement, ça, c'est un peu archaïque. Quand on y va avec la capture à la cage ou des choses comme ça, maintenant, c'est des systèmes d'exclusion. Donc, quand l'animal est dans une maison, on place un appareil, l'animal sort, plus capable de rentrer. Oui, ça va arriver à l'occasion que j'ai à transporter du vivant, là. Donc, des fois, je fais de la capture de castors vivants que j'ai à déplacer vers des refuges ou des ratons laveurs où c'est que je vais aller libérer en milieu forestier, là, pour les libérer. Ouais. Mais généralement, c'est rare que j'en ai transporté. C'est plutôt tout le pataclan qui vient avec les outils, l'échelle. Ouais, non, je comprends. Et dis-moi si je me trompe, mais tu m'as parlé tantôt que tu attendais le Silverado pour son autonomie. Donc, pour toi, parce que c'est une question que j'avais à te poser, mais tu as comme un peu répondu par la bande, le F-150 Lightning n'était pas une option. Est-ce que c'est juste à cause de son autonomie ou tu fais partie de ceux dont plusieurs font partie, puis il n'y a pas de gêne là, qui sont le clan GM, le clan Ford, quand vient le temps des camions, là, il y a vraiment une polarisation assez forte, hein? Fait que c'est tout ça un peu. Je suis dans cette gang-là. Il n'y a pas de mal. Mon beau-frère, lui, a un Lightning. Puis, je le regardais, il chargeait souvent, puis je riais un peu de le voir aller. Fait que c'était pour ça un petit peu que j'étais réticent à y aller avec l'électrique. Puis quand le Silverado est sorti, j'y ai été. Puis oui, vraiment, l'autonomie était très importante. Mais oui, je suis du clan GM. Puis les autres, c'est tout pas bon. C'est correct. Il y a plusieurs déclinaisons du Silverado, là. Donc, quand tu vas chez le concessionnaire, il y a plein d'options et de déclinaisons. Est-ce qu'on peut te demander quel modèle du Silverado tu as, toi? L'électrique, tu parles? Oui. Ben ouais, il y a seulement que le RST là, présentement, puis le WT. J'ai le Work Truck, le WT, 3WT. OK. Et donc, toi, c'est celui... puis dans le 3WT, c'est celui qui a un chargeur embarqué de 19,2 kW ou c'est le 11,5? Le sais-tu par cœur? Je crois que c'est le 19. C'est le gros, là.
Non, j'ai pas le gros. Non, c'est vrai, c'est l'autre qui est en dessous. Je suis supposé faire 632 km d'autonomie. Ouais, c'est ça. Je le dépasse amplement. OK, tu le dépasses amplement. Donc, ça doit être... Ouais, c'est ça. Donc, donc c'est le véhicule que tu as, j'imagine que tu l'as testé avant de l'acheter. Tu es allé chez le concessionnaire, tu t'es embarqué dedans, tu as fait là? Je dois t'avouer que oui, je l'ai testé. J'avais avant un Silverado LT, le 2,7 litres turbo à essence. Je mettais 12 000 $ d'essence dedans par année. Je fais beaucoup de kilométrage. Donc, oui, je l'ai testé, mais j'ai été, moi, je te dirais bien ça, j'ai été ébloui par la force de ce véhicule-là, la vitesse qu'on est capable d'avoir en accélération. Puis je suis pas peur, là, je suis pas du genre à rouler, mais c'était vraiment quand que tu demandes de l'accélération, il est là, il te le donne. Puis bon, la forme était belle. J'étais un peu pas certain à cause des ailerons qui sont sur le côté, qui selon moi est un gros désavantage pour ceux qui utilisent, admettons, un porte-échelle. Parce que je suis encore à la recherche d'un porte-échelle qui fit dessus. Ouais, ça accroche. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Écoute, les caractéristiques du véhicule, là, on peut en parler longtemps, mais je te dirais que tu l'as dit tantôt, l'autonomie, donc d'être capable d'avoir une autonomie aussi intéressante sur le véhicule, le fait d'être capable de charger. C'est un véhicule qui charge aussi, qui a des caractéristiques de recharge intéressantes si on le compare à d'autres véhicules. Une architecture de batterie aussi qui est assez... je dirais, révolutionnaire. Là. Donc, sur les plus gros modèles, donc on a des batteries, des packs de 400 volts qui vont être en parallèle quand on roule, mais qui vont être en série quand on recharge, ce qui fait que ça donne du 800 volts. Donc, on peut recharger sur des bornes qui ont des puissances beaucoup plus grandes. Moi, j'aimerais ça t'entendre sur certains aspects, puis c'est le fun parce que tu avais un véhicule similaire à essence au préalable, donc tu es capable de faire certaines comparaisons. Si on parle de ce qui est qualité de finition, d'assemblage du véhicule, tu es un gars qui aime GM, j'imagine que sur ces points-là, tu n'es pas déçu ou tu as eu des surprises? Comme je te dis, j'ai été ébloui lors de l'essai qui a duré une trentaine de minutes, que j'aurais dû prendre plus de temps pour vérifier l'intérieur parce que étant habitué à du GM dans le LT, tu t'attends tout le temps à une finition, mais la finition, je la regardais pas trop. T'apprenais pour acquis. C'est une fois le véhicule acheté que je me suis rendu compte que la finition intérieure est vraiment médiocre. De l'extérieur, c'est un nouveau modèle, c'est comme monocoque. Il nous fait rappeler un peu l'Avalanche qui était sortie auparavant. Mais il est fait comme genre monocoque. Tu sais, t'as pas de brisure de séparation, c'était mieux, entre la boîte extérieure puis l'habitacle intérieur. C'est vraiment tout d'un monocoque. Fait que ça, pour ça, j'ai été épaté. Le coffre en avant qui est quand même d'une bonne capacité. Faut dire qu'il est moindre capacité que le Lightning, mais quand même qui offre c'est un bon compromis, ce coffre-là à l'intérieur, en avant, qui est vraiment intéressant. Ouais. Pour ce qui est de la carrosserie, j'ai remarqué des petits défauts au niveau de l'ajustement des ailes, de la tailgate en arrière. Il manque des petits ajustements. Pour ce qui est de l'intérieur, ben là, ils ont manqué leur coup totalement. Là. C'est un plastique qui est cheap, qui s'égratigne facilement. Puis là, ils ont un gros problème que j'ai vu aussi sur plusieurs sites Internet, que j'ai aussi. C'est en avant sur le tableau de bord, à droite en plein milieu, il y a le détecteur de lumière du jour qui fait en sorte que tes lumières, tes phares de jour allument. Ouais. Ça va être tes phares de route qui vont allumer. À droite de ce petit module-là, le plastique, il bombe. Donc, il y a un défaut, ça fait une petite bosse qui est très visible.
Mais le plastique, ils ont manqué totalement leur coup. Okay. Totalement leur coup. Même au niveau de l'écran, je suis pas quelqu'un qui est très écran quand même, mais ma conjointe, elle a l'Equinox EV-LT qui offre une belle écran que maintenant les nouveaux Silverado vont avoir, ce bel écran-là là, qui part d'un côté jusqu'à l'autre. Que moi, j'ai juste un écran rectangulaire, mais ça, je l'avais vu. Fait que c'est pas une déception que tu t'aperçois que l'année d'après va l'avoir, mais bon, pour ce qui est comme que je vais revenir avec l'intérieur, ils ont manqué leur okay. Totalement. Ben, c'est correct, puis tu as commencé à parler un peu aussi là, de l'écran, puis je te disais tout ce qui est de la technologie embarquée, là. Qu'est-ce qui est présent dans ton véhicule que tu trouves intéressant? Est-ce que ça fonctionne bien, moins bien? Est-ce que tu as le Super Cruise, par exemple, ou tu l'as pas? Je sais que c'est une option, c'est pas tout le monde qui prend ça. Est-ce que tu as cette option-là? Non, il y a l'option. Je connais pas trop les options dans leurs termes, mais il y a une option qui fait en sorte, c'est peut-être ça le Super Cruise que tu appelles, il détecte les lignes à terre, puis il va te conduire quand même sans que tu touches le volant. Ouais. Après ça, il va avoir le cruise control avec détection du véhicule en avant de toi. Adaptatif, il y a juste la vitesse. Exactement, ça, c'est super. Qu'est-ce que j'ai remarqué du véhicule électrique versus l'essence quand tu te mets en cruise control et que tu te mets à 100 km/h, ben quand tu montes une côte, même si elle est abrupte, tu restes à 100. Ouais. Il y a des fois, tu vas descendre à 99, mais c'est rare. Ça le maintient bien. Ta vitesse se maintient. Si tu n'as pas une accélération comme quand tu as un véhicule à essence de fou là, qui essaie d'aller reprendre sa vitesse puis tu perds des fois en montant, tu tiens ta vitesse. C'est ça pour ça, là, c'est incroyable. Okay. Ouais. On est quand même assez tôt dans la saison. Je sais par contre que tu restes un petit peu plus au nord que moi. Est-ce que tu as commencé à utiliser la climatisation, le chauffage et qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là? J'ai tout essayé. Au niveau de la climatisation, moi, je l'ai eu le 8 août. J'ai déjà 15 000 kilomètres de fait. Puis, quand on met la climatisation, on voit pas grande différence. Tu perds peut-être un 2-3% sur un trajet de, mettons, 250 kilomètres. Pour la chaleur, présentement, là, je vois une bonne diminution parce que j'ai un chalet dans le nord, puis on a eu du -4, -5. Et là, avec le chauffage, tu vois que ça diminue un peu, mais pas autant que qu'est-ce que j'entendais parler des gens parce que le Silverado, il y a une thermopompe à l'intérieur apparemment qui est exceptionnelle, qui est mieux conçue justement pour pas avoir à affecter trop la batterie. Autonomie, ouais. C'est quand tu vas pogner des -15, -20, -25. Là, effectivement, c'est je suis persuadé que là, ça risque de... Ouais, là, la thermopompe suffira pas. Le chauffage résistif embarqué, puis là, l'impact sur l'autonomie va être beaucoup plus grand à ce moment-là. Mais ton chauffage était correct, là, tu sentais, parce que il y en a qui sont comme pas habitués aussi avec ces types de véhicules-là, puis qui ont l'impression que le chauffage est pas toujours comme il se doit. Souvent, c'est des mauvaises utilisations aussi des systèmes de chauffage, mais quand on les connaît, ça va relativement bien. Dans les produits GM, puis je pense que ta conjointe, tu disais qu'elle a un Equinox également électrique. Oui, elle fait. Oui. Fait que, donc, toi, tu pars le chauffage, puis tu avais la chaleur que tu voulais, tu ne manquais pas de chaleur? Non, tu ne manques pas la chaleur, mais qu'est-ce que les gens doivent se mettre dans la tête? Parce que moi, j'étais monsieur vendu à essence. Je voulais pas vraiment savoir. Je faisais partie des conspirationnistes d'essence. Puis, quand que tu tombes avec un véhicule électrique, tout doit changer de ton habitude. Donc, tu peux pas garder les mêmes habitudes. Tu dois faire des changements. Des changements, si tu veux avoir une bonne autonomie, ben, t'oublies ça de peser, on peut dire sur le gaz, mais je veux dire, sur l'accélérateur, tu t'oublies ça. Parce qu'à la minute que tu commences à y donner du 120, ton autonomie, elle commence à baisser là, d'une vitesse, là, ça paraît. Mais
tout doit changer. Tu dois calculer toujours où tu dois aller te recharger, mais une fois que la routine est établie, mais tu réussis tout le temps à avoir à bien t'en tirer, là, tout le temps. Ouais, puis avec j'ai même embarqué, excuse de te couper, j'ai même embarqué à un moment donné sur une borne supercharger, une 350, là. C'est incroyable, là. En 7 minutes, j'ai regagné 119 km d'autonomie en 7 minutes. Là, c'est incroyable. Ouais, ça roule. C'est bornes rapides. Ouais. Le Silverado, il est vraiment impressionnant. Là. Je dirais que c'est une de ses très grandes forces. Écoute, moi, ce qui me vient en tête pendant que tu es là puis tu travailles, tu utilises le véhicule donc dans le contexte de ton travail, moi, je veux t'entendre sur le test de la vraie vie. Là, parce que des spécifications techniques, je peux sortir une fiche du manufacturier puis lancer plein de chiffres. Je ne connais pas. Je ne suis pas technique. Je ne suis pas du genre à lire le manuel d'instruction. Non, mais tu l'utilises, par exemple. On jette le manuel d'instruction puis on y va à tâtons. Oui, bien, à tâtons, quand tu utilises ton véhicule dans le test de la vraie vie, moi, je veux t'entendre. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Les bons, les moins bons côtés, là. Parle-moi de ça. Bon, on va commencer avec le mauvais côté, je pense. On va tout de suite sauter là, fait que ça va être fait. Comme on dit, tu veux-tu la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle? Donne-moi la mauvaise nouvelle en premier, puis tu me donneras la bonne nouvelle après. Ben oui. L'infodivertissement, premièrement, ta paire, contrairement à l'Equinox V, que tu gardes ton infodivertissement complet. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque tu as un trajet à faire, tu dis, bon, je m'en vais sur la rue Berry à Montréal, je suis à Mont-Tremblant, ben, il va te donner à destination exactement ton pourcentage qui reste. Si tu veux avoir ça après la période d'essai de 30 jours, contrairement à l'Equinox qui l'a pendant 3 ans, ben après 30 jours, il faut que tu payes. C'est quand même assez dispendieux. OK, donc t'as pas ce que je comprends, c'est que tu n'as pas la connectivité pour ton système de guidage puis tout ça qui reste. C'est vraiment juste une période d'essai puis tu dois payer pour l'avoir. Exactement. Après ça, tu tombes avec Android ou bien Apple CarPlay. Ben, c'est pas du Android ou CarPlay, c'est plus Google. Tu tombes dans le fond sur ton Google de cellulaire qui se trouve à gérer là, dans le sens ton Android, ton système d'infodivertissement. Moi, j'ai un problème avec mon infodivertissement au niveau. Il n'y a pas grand monde qui semble utiliser cette portion-là de l'infodivertissement, mais c'est de la recharge. Donc, pour trouver une borne de recharge avec le système, j'ai jamais réussi à date. J'ai fait des appels parce que là, il me sort code 302, téléphoner à OnStar. Ouais. J'ai téléphoné 6 fois à OnStar, ils sont pas capables de régler mon problème. Ce problème-là, en passant, existe aussi chez plusieurs utilisateurs de Blazer puis d'Equinox. Quand tu vas dans la fonctionnalité pour voir les bornes, ça donne un message d'erreur. Et ce qu'il faut faire, là, pour le régler temporairement, parce que ça revient, fait qu'il faut recommencer la recette, là. Il faut que tu déconnectes complètement le véhicule de ton identifiant Google. Il faut que tu fasses un log-off de l'écran d'infodivertissement. Tu te déconnectes de ton Google. Ouais. Tu recommences, donc tu redonnes ton email, ton mot de passe, il se reconnecte et là, c'est revenu. Puis là, ça peut être comme ça pendant 2 semaines, 1 mois, puis à un moment donné, il repart. 1 minute. Ah, toi, c'est vite de même? C'est... Hocus pocus, ça disparaît, c'est fini, c'est... Ah non, c'est... Okay. J'ai jamais été capable. Jamais. Fait que là, tu es obligé d'utiliser ton téléphone. Les bornes. Pardon? Tu es obligé d'utiliser ton téléphone si tu veux repérer des bornes ou des trucs comme ça parce que tu peux plus fier le véhicule. Exactement. Ouais. Mais comme je te dis, à un moment donné, la routine sur ton chemin, tu viens qu'à le savoir. Donc, il y a juste une fois où je descendais du chalet que là, vraiment, c'était critique parce que, je revenais de la chasse à l'orignal. J'avais un orignal dans la boîte du pick-up. Et là, ça urgeait pour trouver une borne, tu sais, pour pas laisser la viande parce qu'il faisait quand même assez chaud. Fait que là, je cherchais une borne rapide. Puis là, j'ai réussi à en trouver une. C'est là que j'ai trouvé la 350 kW, la Supercharger. Écoute, ça c'est merveilleux. Là. Mais sans ça, généralement, dans ma routine,
Je vais me charger à 80 à la maison. Je fais tout mon kilométrage, puis ça va très bien. Je reviens à la maison, il me reste tout le temps sans avoir à recharger à nulle part. C'est très rare que j'ai à charger le véhicule dans une borne qu'on peut dire publique, là. Ouais. Donc, c'est tout le temps avec ma borne à moi, là. Puis, je demeure dans le coin de Morin Heights, Montréal. Je suis là tous les jours. Puis j'ai pas à recharger. Mais en plus, quand tu tombes en ville, c'est là que ta batterie, que tu vois la différence. Ça consomme moins. Ça consomme pas. Ah ouais. Il me semble que le pourcentage augmente au lieu de diminuer quand tu es en ville. C'est vraiment incroyable. Ouais. Donc, je comprends bien, à part le système là, d'infodivertissement qui semble vraiment avoir des lacunes. Toi, tu as le 2024, hein? Je ne me trompe pas, là? Oui. Donc, tu as vraiment t'as des lacunes là, mais pour le reste, 2024. Pour le reste, tu es satisfait du véhicule, des performances. Je suis satisfait des performances, sauf que là, on arrive à performance. Oublie pas, je t'ai dit que j'allais à la chasse. Ouais. Ouais. Je me suis pris avec mon Silverado. Ça pèse 8000 livres. C'est un tank. Ouais. Tu cales. Je me suis pris dans un trou de boîte que jamais je me serais pris avec mon autre Silverado. Jamais de la vie. Là, ça allait de mal en pis. Puis là, la grosse lacune de GM, c'est là qu'on en vient, la grosse lacune de GM sur la performance du véhicule versus le Lightning. Parce que, bon, j'ai pu essayer le Lightning, comme je te disais, mon beau-frère là, fait que je suis capable de faire la différence entre les deux véhicules. C'est que dans le Lightning, tu es capable de mettre hors route par conduite standard, conduite hors route, conduite standard, conduite sport, qu'il n'y a pas dans le GM. Et tu ne sais pas pourquoi. Dans le Lightning, tu es capable de barrer les 4 roues. Dans le Silverado, tu oublies le projet, tu peux pas faire ça. Puis là, quand que tu viens, comme moi, être pris dans un trou de boîte, ben, habituellement, l'antipatinage embarque. Pour aller enlever l'antipatinage, écoute, c'est compliqué. Il faut que tu ailles loin dans le menu de l'infodivertissement, dans le fond. Faut que tu ailles loin pour enlever l'antipatinage, le StabiliTrak, pour pouvoir un peu avancer pour faire fonctionner les 4 roues. Mais dès que tu te mets en mode avant ou recul, après, mettons que tu es en drive, tu t'en vas de reculons, ben c'est à tout refaire. Donc, il faut que tu retournes dans le système pour tout désengager, le stabilité. Écoute, ça, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est compliqué. Moi, je me dis, les gens qui vénèrent le Silverado EV, là, puis qui le met au-dessus de tout, ben, c'est du monde qui traîne des boîtes à lunch dans leur pick-up. C'est la seule affaire que je peux voir. C'est pas du monde qui utilise un pick-up pour qu'est-ce que c'est supposé d'être fait. Mettons, en construction, de transporter des choses, ou ben non, un pick-up, habituellement, c'est tous des gars de bois qui ont ça. Là. C'est tous des chasseurs, des pêcheurs. Donc, écoute, 8000 livres pris dans la boîte, là. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, écoute, je comprends. Ben, écoute, merci. C'est vraiment, puis ça répond exactement à ce que je voulais entendre. Non pas, j'aurais aimé mieux que tu n'aies pas de problème, là, c'est pas ça que je veux dire, mais entendre la vraie vie. Donc, le test de la vraie vie. Parce que, comme je disais tantôt, au-delà des chiffres et des specs techniques qu'on peut nous donner, c'est quand on l'utilise dans des cas réels de la vraie vie qu'on voit la valeur qu'un véhicule peut ou ne pas avoir pour nous. Donc, je comprends que pour faire ta job normale de tous les jours, il est parfait, aller à Montréal, revenir, faire tes trucs, ça fait la job, mais quand vient le temps d'aller dans des conditions un peu plus, je te dirais, hors route, un peu plus intenses, ouais. C'est là qu'il y a des lacunes. Mais en fait, puis ce qui est particulier de ce que tu décris là, c'est que c'est des lacunes, à l'exception du poids. Donc, évidemment, le poids est lié au fait qu'il y a des batteries, bien entendu, mais à l'exception du poids, c'est pas le fait qu'il est électrique, là, je veux dire, le même problème pourrait arriver sur un char à gaz où tu pourrais ne pas l'avoir sur un électrique. Là, tu le dis toi-même, le Lightning, tu as une fonction qui te permet de... On met 4 pattes, on enlève 4... C'est facile à régler. Donc, on espère que les ingénieurs chez GM nous entendent puis ont eu des échos de ces problématiques-là puis vont mettre une fonctionnalité pour ceux qui l'utilisent pour la vraie job pour laquelle c'est supposé être fait. Il faut donner des outils à ce monde-là. C'est bien beau, les bells and whistles, puis les petits sons, puis les petits ding-ding, puis les lumières, mais
dans la vraie vie, c'est des affaires de base qu'on a besoin. Il faut que le truck soit capable de se sortir. Exactement. Même juste un gars de construction, quand il va dans un chantier avec, mettons, c'est un work truck. Fait que c'est un truck qui est fait pour les travailleurs de construction d'une certaine manière. Donc, quand tu vas dans un chantier, il y en a de la boîte, là, des fois, là. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui se sont pris, là. Non, je comprends. Pas le seul, là, c'est sûr, certain, là. C'est clair. C'est tire-moi de là après, là. Ouais, non, c'est ça, bonne chance. Ben, écoute, mon cher ami Patrick, merci beaucoup pour le temps que tu nous as donné. On est déjà rendu au bout de l'entrevue. Les gens qui veulent en savoir plus sur le Silverado, évidemment, là, c'est le modèle 2025 maintenant qu'on peut commander, là. Les nouveaux modèles sont là. Il y a des petites différences. L'écran, oui, mais d'autres déclinaisons du véhicule maintenant qui sont disponibles. Donc, vous pouvez aller voir ça sur le site de GM. Tout est là. Le prix varie selon le site de GM, là, du plus petit modèle moins équipé au plus équipé, là, quelque chose comme de 67 000 à 120 quelques mille, plus des options qu'on peut rajouter dessus. Hein, ça peut monter très cher, ces petites bagnoles-là. Mais ça reste que c'est un véhicule qui est toujours et encore très en demande et qu'il y a beaucoup de travailleurs qui attendent après les véhicules. J'espère que vous avez écouté ce qu'on vient de dire sur les forces et les faiblesses, puis peut-être vous assurer que dans les nouvelles versions du véhicule, là, il y a un petit peu plus de fonctionnalités pour vous aider à travailler avec la traction, les roues, puis tout ça, surtout si vous l'utilisez dans un contexte un petit peu plus robuste, là. Donc, Patrick Durocher, merci beaucoup de nous avoir offert ce temps-là aujourd'hui. Puis, on te souhaite bonne chance. Puis, si jamais on a des bébites à faire attraper, là, on pense à toi. Il n'y a pas de mal. Merci. Bye-bye. Salut, bye. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Cédric Ingrand, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ça fait trop longtemps, mon ami Martin, évidemment. Et alors, le problème du temps qu'on met à se reparler, c'est que du coup, on a beaucoup trop de choses à se dire, en fait. Oui, c'est ça. Il faut faire le tri et malheureusement, on doit mettre de côté plein de sujets fort intéressants sur lesquels on pourra revenir d'ailleurs, mais on a quand même fait une sélection là, de sujets. L'actualité, disons, entre notre dernière conversation et maintenant a beaucoup évolué. Je devrais même dire la situation sociopolitique a grandement changé. Ça a des impacts majeurs, et particulièrement en lien avec notre premier sujet, donc Tesla. On voit un peu ce qui se passe ici, mais on lit beaucoup de choses sur une présumée dégringolade de Tesla en Europe. Qu'en est-il, mon cher propriétaire de Tesla? Alors c'est intéressant parce qu'évidemment on connaît tous le contexte, c'est-à-dire le contexte c'est cet autocollant que je vois fleurir derrière les Tesla maintenant, disons je l'ai acheté avant qu'il en devienne fou et c'est un peu ça. Moi pour tout dire j'ai racheté ma deuxième Tesla ou troisième, ça dépend comment on compte, mais c'est pas très grave, à la toute fin de 2024 en me posant un peu la question, mais c'est toujours aussi compliqué parce que même si on se dit est-ce que j'ai envie d'encourager ce genre de comportement,
comportement, non. Et puis après, encore, quand on compare, c'est difficile de trouver le même niveau. Et puis il y a de l'habitude, enfin bref, peu importe. Mais toujours est-il que oui, sur les chiffres qui sont tombés en janvier, sur la période de janvier, les ventes sont réellement en baisse. En France, c'est massif, c'est moins 67%. Alors ça, c'est un chiffre que j'ai entendu repris partout, dans la presse économique chez nous, mais même chez des chroniqueurs dans des talk-shows outre-Atlantique, chez vous. Et je voulais quand même y apporter un tout petit bémol. Je pense pas que on va voir que de manière régulière les ventes de Tesla auront baissé des 2/3 dans les mois qui viennent. Ça me paraît pas réaliste pour des raisons simples, c'est que on compare des choses qui sont finalement un peu différentes. Évidemment, on compare janvier par rapport à janvier de l'année dernière. Ok, soit. Mais c'est dur de juger. On l'a déjà vu. C'est un business assez cyclique. Et puis là, il se passait quand même quelque chose. C'est que c'était un peu la fin de la modèle Y. Première version, la nouvelle elle arrive là, ça y est, elle commence à arriver en concession, on peut commencer à l'essayer, on peut la commander, etc. Et du coup, il y a plein de gens qui ont remis leurs achats à plus tard. Faut pas oublier qu'évidemment, c'est la voiture que Tesla vend le plus. Ça reste, ça on va voir pour 2024, la voiture la plus vendue au monde. Et du coup, Tesla, en décembre, a fait des promotions massives, probablement pour vider les stocks de l'ancien modèle et pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. Enfin, des promotions massives, si, il y avait quand même, je crois, 4 ou 6 000 euros d'économie. Et puis, en plus, il t'offrait, par exemple, 18 mois de supercharge gratuite, ce genre de choses. Enfin, voilà, il y avait des grosses incentives, comme on dit en français de chez nous, pour passer à la suite. Ce qui explique évidemment un creux des ventes sur janvier, parce que le nouveau modèle n'était pas arrivé. On va voir sur les mois à venir ce qui va se passer, mais c'est vrai que moi, je sens chez tous les gens que je connais, qui ont une Tesla, le club des possesseurs des propriétaires de Tesla en France, etc. Il y a un peu de... Alors, c'est fou parce qu'en plus, ça crée... tu vois, moi, il y a des fois, j'ai envie d'aller dans les forums et de dire, comme on dit chez toi, pas de chicane dans la cabane, quoi. C'est parce que tout à coup, là où les gens d'ordinaire venaient parler de voiture, ils viennent parler politique, ce qui est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément le sujet. Mais en même temps, c'est difficile de l'éviter. Et donc, je sais pas quelle est la position chez toi, parce que nous, on a quand même un avantage sur vous, c'est que nous, Trump n'a pas décidé que la France allait devenir le 52e État de l'Union, tu vois. Donc, ouais, par contre, vous mais vous ne perdez rien pour attendre. Oui, non, mais c'est pas grave. Je propose plutôt que vous nous rejoigniez dans l'Union européenne, tant qu'on est dans l'extension du domaine de la lutte, ne serait-ce que parce que ça va l'énerver absolument sans fin. Assurément. Je pense que... Et puis ça aura une autre gueule, comme ça au moins le Premier ministre canadien pourra venir siéger ici, il se fera pas traiter de gouverneur. Enfin enfin on vit une période folle quand même. C'est-à-dire que ce qu'on te raconte aujourd'hui, tu l'aurais lu dans un roman il y a 2 ans, je sais pas, mais il y a 10 ans, on dirait attends, les États-Unis qui veulent annexer le Canada, non mais tu n'es pas sérieux. Enfin bref, donc tout ça fait que, parce que pendant ce temps-là, on parle pas de Musk qui fait quand même, enfin je sais pas, qui fait n'importe quoi, mais avec un enthousiasme absolument débordant, qui te, enfin, je vais pas le faire chapitre par chapitre parce qu'il y a 1000 choses à dire, mais je comprends l'intention, mais la manière y est pas, enfin, je sais pas, je ne comprends plus. Ce n'est pas l'Elon Musk que j'ai connu. Ouais. Moi, je regardais un petit peu dans le rétroviseur il y a pas si longtemps, il y a 1 an, 2 ans, où je le voyais dans des événements où tout le monde se pressait. Je le voyais invité dans des médias où personne lui tendrait un micro aujourd'hui, quoi. Et c'était pas le même. Alors, il avait son côté très muskien. Hein, ça, c'est voilà, il y a des choses qui ne changent pas, mais on n'avait pas l'impression que c'était quelqu'un de dangereux, quoi. Et là, en plus. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc de fond, c'est que à quel moment est-ce que, par exemple, les actionnaires de Tesla vont se rebeller en disant « Attends, d'abord, mec, je te rappelle que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu au bureau. On n'est pas sûr que tu ne penses qu'aux intérêts de ton entreprise. Et puis, si ce que tu fais en dehors de ton mandat de CEO a un impact si négatif sur l'image de la marque, parce que je pense que là, l'image de la marque, elle est quand même assez gravement entamé, mais aussi le business, mais aussi les ventes, à un moment, ça va être difficile. Alors, le problème, c'est qu'il est dans une position de pouvoir quasiment absolu sur son board, sur son conseil d'administration, mais combien de temps ça peut durer? C'est-à-dire que l'action a perdu 15% depuis le début de l'année. Si l'action perd 40-50%, je pense qu'à un moment, il va y avoir, ça va tanguer.
et on arrivera peut-être à la moins mauvaise des mauvaises solutions, ce qui serait qu'ils se désengagent de Tesla, ce qui résoudrait plein de problèmes pour pour moi, la prochaine fois où il faudra que j'achète une voiture. Tout à fait. Je pense qu'il y a des risques inhérents à jouer en politique et c'est un peu ça qui arrive actuellement. Là. Donc, comme nous, on veut parler de voiture, on ne veut pas parler de politique, mais on ne peut pas faire autrement que de l'aborder. Ben, c'est un peu comme ça pour tout le monde. Puis là, ça fait que Elon Musk est rendu, je dirais pas malgré lui, parce que c'est assez volontaire de sa part, mais est rendu un personnage politique et il doit maintenant faire face avec les mauvais côtés parce qu'il n'y a pas que des bons côtés à jouer dans l'arène politique, malheureusement. Cédric, une autre chose qui a attiré l'attention, en tout cas qui a attiré la mienne dans les dernières semaines, c'est le repositionnement, je devrais dire, de certains constructeurs. Comme on dit dans la langue de Shakespeare, ça backtrack. Donc, il y a certains constructeurs qui semblent vouloir changer d'idée ou en tout cas de positionnement face à l'électrification des transports chez vous. Oui, tout à fait. C'est assez saisissant. On entendait en fait un peu les mêmes d'ailleurs qui se plaignaient, qui chouinaient un peu, qui gênaient. Tu sais que depuis que l'Europe a dit qu'à partir de 2035, on ne vendra plus de voitures thermiques neuves, on pourra continuer à rouler avec celles qui sont sur les routes, on pourra continuer à les acheter d'occasion, mais voilà, le signal était juste donné que de dire que voilà, le 2035 c'est fini. Ce qui est finalement une limite assez lointaine, c'est dans 10 ans, quand on voit la vitesse à laquelle le marché peut se retourner, c'est finalement, voilà, moi je disais, vous inquiétez pas, c'est-à-dire qu'en 2030, on n'en parlera même plus, c'est-à-dire que voilà. Et là, avec les problèmes, budgétaires des États, donc la baisse des aides à l'achat de véhicules électriques, et puis certains doutes qui demeurent, enfin les mêmes depuis 5 ans, 10 ans, enfin bon bref, on va dire la frilosité à la fois de l'industrie, des constructeurs, de tout ça, voilà. Là, tout à coup, le contexte politique aidant aussi, avec de plus en plus de partis populistes au pouvoir, etc., qui disent non, mais bref, je vous la fais rapide. Tout à coup, il y a moins de gens pour défendre cette espèce de limite définitive des 2035. Alors certains voudraient la repousser. Pour moi, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais pendant ce temps-là, les constructeurs, eux, ils essaient de vendre. Et on le voit chez Volkswagen, par exemple, qui ont dit que... Je crois qu'ils avaient décidé d'une date qui était 2033. Ils disaient que chez eux, en 2033, il sera une marque entièrement électrique. Ils sont en train de repousser un petit peu, en tout cas de repousser la fin de certains modèles, pas mal de modèles, la Golf, le Tiguan, l'A3 chez Audi, le T-Roc, etc., qui vont pas devenir tout 100% électriques aussi rapidement que prévu. On le voit aussi chez Mercedes sur des véhicules utilitaires. On le voit un peu partout. On le voit alors chez Stellantis. Chez Stellantis, c'est quand même extraordinaire. Stellantis qui nous a le meilleur du pire. C'est presque un retournement de situation. Ils ont jeté ce qui ressemble à un pavé dans la mare en annonçant la prolongation de sa production de moteurs diesel jusqu'en 2030. C'est gonflé, oui, c'est Stellantis. Et on pensait pas qu'on pouvait vraiment raviver la flamme du gazole, mais pourquoi pas. Il faut dire qu'initialement, le groupe visait jusqu'à 50% de ses ventes en électrique d'ici à 24 mois. Enfin, c'était quand même assez énorme. Aujourd'hui, ils sont à peine à 20%. Du coup, ils poussent ce qu'ils peuvent. Il se trouve en plus, et ça, je sais pas si on en parle de ton côté de l'Atlantique, je pense pas que ça vous concerne beaucoup. Ici, il y a un quasi-scandale chez Stellantis, c'est certains moteurs, des petits moteurs à essence, 1,2 litre, le PureTech, cherchez PureTech 1.2 Stellantis, vous allez comprendre, qui est un moteur mal foutu, on va le dire simplement, qui consomme énormément d'huile, qui tombe en panne, qui pose 1000 problèmes, et où pendant des années, Stellantis disait, tiens, votre moteur a un problème. Oh, c'est bizarre. Alors qu'en fait, il y a des centaines de milliers de gens qui sont dans la panade avec ces moteurs pas terribles. Enfin bref, du coup, au moins, le diesel, apparemment, chez Stellantis, c'est un truc plus fiable, mais c'est vrai qu'on n'a vraiment pas l'impression qu'il soit dans le sens de l'histoire. Et alors, c'est intéressant parce que même des marques qui ont investi, je pense à Porsche, qui a fait le Taycan, qui fait le Macan électrique, c'est pas qu'ils s'en mordent les doigts, mais ils se retrouvent dans une position compliquée. Je voyais sur Internet, on trouve aujourd'hui des Porsche Taycan d'occasion pour, grosso modo, le prix d'une Tesla Model 3 neuve, quoi.
Or, c'est une belle voiture quand même, la Taycan. Puis c'était une voiture chère. Chez nous, c'était 85 000 euros le premier prix, sans les options. Hein. Donc, j'ai pas regardé. Peut-être que les vitres sont encore manuelles à ce prix-là. Hein. Et parce que chez Porsche, on a toujours une option à te vendre. Donc, en gros, une Porsche bien équipée, c'était 100 000 euros. Et on en trouve aujourd'hui à 40, voire même un petit peu moins. Ce qui est fou, vu la qualité et le prix initial de la voiture. Donc, évidemment, tout le monde grogne. Les propriétaires sont pas contents, bien évidemment. Ils étaient plus habitués à acheter des voitures, pas qui s'appréciaient avec le temps, mais qui perdaient finalement assez peu de valeur. Et alors surtout, on s'est aperçu que il y a une espèce de saturation du marché de l'occasion pour des choses assez mécaniques. C'est que pour pousser la Taycan, Porsche avait proposé à certains d'acheter une Taycan pour se donner le droit d'acheter une 911 à côté. Donc il y a plein de gens qui l'ont acheté sans forcément avoir l'intention de la garder. Bref, le marché de l'occasion est totalement surchargé. Enfin tout ça aide pas. On sent qu'on est encore dans une période où, j'ai envie de dire, les choses se redéfinissent, mais c'est un peu compliqué parce que ce prix de l'occasion en baisse, il est aussi drivé par le prix du neuf qui baisse, et ça c'est une bonne nouvelle et on va pas s'en plaindre. Mais voilà, tout ça n'aide pas les affaires et la visibilité, et évidemment arrive aussi surtout sur fond d'un marché automobile en général qui va pas bien, quoi. Non, globalement, donc toute voilà. Motorisation confondue, bien entendu. Par contre, un manufacturier pour qui les choses vont pas si mal finalement, c'est votre cher Renault. Eh oui, la Renaulution est en marche. Ça fait 4 ans, 5 ans que Luca De Meo, quand il est arrivé chez Renault, l'avait annoncé. Eh ben, Renault va très bien. Renault publie des chiffres tout à fait remarquable, et se met même à essayer de défier les constructeurs chinois sur le terrain de l'électrique, ce qui est quand même bien courageux. Il se trouve que ça y est, la Renault 5 restylée et 100% électrique est arrivée. Ça y est, on en voit dans les rues. Moi, j'en ai vu en concession. Pour tout dire, je me suis posé la question parce que pour tous les gens de ma génération, la Renault 5, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'était la 2 chevaux à nos grands-parents. Enfin, c'est la voiture de base. C'est celle dans laquelle on a presque tous passé notre permis de conduire. Je veux dire, selon la décennie où t'es né, tu l'as passé dans une 4L ou dans une R5. Et du coup, j'ai même envisagé d'acheter la R5. Après, je l'ai essayé. Il faut dire qu'on est sur des prix qui sont presque comparables à ceux d'une Model 3 neuve, d'une Model 3 Highland chez Tesla. Donc c'est quand même un petit peu en dessous, et puis l'intérieur est un peu trop plastique, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle a l'air amusante à conduire, enfin voilà. Donc ça, c'est une vraie chouette réussite. Et puis surtout, ils s'en préparent d'autres parce que ils viennent de gagner constructeur de l'année, voiture de l'année, je crois, 3 ans de suite. Ce qui n'était pas arrivé depuis presque toujours. Et puis surtout, ils ont une vraie stratégie, et elle est totalement délibérée. Moi, je voudrais vous conseiller, il y a un remarquable documentaire, comment s'appelle-t-il, sur justement l'histoire récente de Renault, en gros depuis l'arrivée de Luca De Meo à sa tête. J'ai honte parce que le documentaire a été fait par... Voilà, ça s'appelle Anatomie d'un comeback. Vous pouvez le trouver normalement sur Prime Video. Et c'est en 4 épisodes, et ça va vous raconter l'histoire des dernières années. Documentaire remarquablement fait par un confrère et ami qui s'appelle Cédric Fréour, et où on comprend tout. En fait, ils ont une stratégie délibéré, qui ne change pas et qui est lisible. Eh ouais, ça aide. Là où tout le monde s'est mis à aller chercher des bouts de logiciels chez des sous-traitants, etc. Non, ils ont créé leur propre filiale qui fait uniquement quasiment du software autour de l'électrique. La filiale s'appelle Ampère. Ils ont une autre filiale qui s'appelle Mobilize, qui devait faire surtout des véhicules pour les professionnels, et qui tout à coup va se mettre à faire des plus petites voitures, un peu un remake de la Twizy qu'on a connue, etc. Enfin, il y a beaucoup d'audace, beaucoup d'investissement, et moi je suis content pour Luca De Meo que ça paye, je suis content pour Renault que ça paye, parce que Renault est une entreprise, moi je suis une génération où Renault toutes les 5 ans était au bord de la faillite, soutenu par l'État français, est-ce que l'État français en est encore actionnaire? Je ne peux l'exclure. Enfin bref, et des histoires avec Nissan et Carlos Ghosn, enfin Renault c'est un roman, c'est un truc, c'est un roman de Victor Hugo, et donc voilà, donc je suis content que dans un marasme total, il y ait quand même un constructeur français qui sorte son épingle du jeu, qui fasse des trucs intéressants et des voitures qu'on a envie de conduire. Ah bien voilà,
il y a également Cédric Ingrand qui fait des choses intéressantes. Le podcast Les Doigts dans la prise, pour lequel j'invite nos auditeurs à peut-être aller porter une oreille attentive. Très facile à trouver dans tous les... Remarquable podcast, mais beaucoup moins régulier que Silence en Roule. Ah, ben écoute, la qualité est là tout de même. Hein? C'est pas juste la régularité. La qualité du contenu est impeccable. Cédric, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et là, promets-moi que nous n'entendrons pas si longtemps entre chacune de nos interventions pour qu'on puisse là, garder un contact un peu plus serré. Mais oui, bien sûr. On m'a même posé la question dans le temps des fêtes. Mais qu'arrive-t-il avec Cédric? Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Bon, la question, c'est quand est-ce que tu viens nous voir? Sur place, écoute, je te dirais pas avant l'été très certainement, mais je me promets bien d'aller te visiter un jour. Peut-être que j'aurai la chance de m'asseoir dans le magnifique studio que je vois derrière toi. Mais oui, il est là pour toi. Oh, ben ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Cédric. Merci, Martin. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge au Salon international de l'Auto de Québec. C'est du 3 au 9 mars au Centre des foires de Québec. Maintenant, plusieurs conférences à venir. Des conférences que Silence on Roule offre sur la découverte de la voiture électrique. Vous en avez une le 13 mars à 19h30 à Saint-Louis-de-Gonzague, donc à la salle Evelyne Meloche au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Une autre le 18 mars à 19h à la bibliothèque de Vendée à Amherst. Une autre le 30 mars à 14h à Beaconsfield. C'est au boulevard Beaconsfield à Beaconsfield. Une autre le 8 avril à 10h à Sherbrooke. C'est une conférence privée de l'AREC. Une autre le 22 avril à 19h à la bibliothèque de Châteauguay sur le boulevard Maple. Une autre le 7 mai à 19h à Sorel-Tracy, bibliothèque Le Survenant. Une autre le 10 juin, 19h à Mercier, la bibliothèque municipale de Mercier. Et finalement, le 29 octobre à 19h à La Prairie, à la bibliothèque Léo Le Cavalier. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Laurent Gigon, Cédric Ingrand ainsi que Patrick Durocher. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, ainsi que Roulon Électrique et l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.